Salut YouTube, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode et pas des moindres avec un philosophe, messieurs, dames. Donc accrochez-vous, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast et sur cette chaîne YouTube Frédéric Lenoir. Alors vous le connaissez certainement de nom parce qu'il a écrit un nombre d'ouvrages incalculables, une cinquantaine, à la fois en philo, en thriller, avec La promesse de l'ange, mais aussi avec Le miracle Spinoza, où il va traduire, décrypter, si je puis dire, la philosophie de Spinoza, et son dernier ouvrage dont on a parlé évidemment dans cet épisode, avec Un voyage vers soi, où il va décrypter la philosophie de Carl Jung. Vous l'aurez compris, Frédéric est une personne passionnante qui a à cœur de nous faire mieux nous connaître nous-mêmes. On a d'ailleurs beaucoup parlé de connaissance de soi, de crise de la quarantaine, pour laquelle je ne suis plus très éloignée, et puis également de son enfance et de ce qui l'avait poussé à s'intéresser au bouddhisme et à la philosophie. Vraiment une philosophie de la vie et non pas une philosophie complexe qui serait rébarbative. Pour ceux que la philo intéresse, évidemment vous devez écouter cet épisode, mais même si vous n'y comprenez rien, même si vous n'aimez pas ça, même si vous détestiez la philo quand vous étiez à l'école et que vous étiez toujours le cancre au fond de la classe, je vous assure que cet épisode est accessible et surtout extrêmement intéressant. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Frédéric Lenoir. Bonjour Frédéric. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très honorée. C'est un plaisir. Une découverte. J'espère. En tout cas, on a énormément de choses à découvrir avec vous. Et je voulais commencer par un sujet qui m'intéresse personnellement énormément, à savoir le bouddhisme. Je crois savoir que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Et je voulais, s'il vous plaît, commencer par simplement en fait votre rencontre avec le bouddhisme, si je ne me trompe pas, qui a commencé quand vous étiez très jeune. J'ai lu, il me semble, que c'était autour de l'âge de 13 ans. Alors 13 ans, c'est la philosophie. D'accord. J'ai découvert, parce que mon père était passionné de philosophie, il m'a mis le banquet de Platon entre les mains quand j'avais 13 ans. Et puis je me suis passionné pour la philosophie grecque, qui est une philosophie existentielle et s'intéresse à comment vivre mieux. Au fond, c'est la grande question de la philosophie grecque. Et puis, de fil en aiguille, la philo grecque m'a amené au bouddhisme, puisque je cherchais une sorte de philosophie contemporaine, vivante aujourd'hui, parce que les philosophes grecs sont morts depuis longtemps, et les philosophes actuels, ils sont plus du tout dans cette même optique. On s'intéresse plus à la question du bonheur, à la question du sens de la vie, etc. Et du coup, j'ai découvert que les bouddhistes, c'était le cœur de leur pensée, à savoir voilà, comment vivre bien, comment être heureux, comment bien mener sa vie. Ils s'intéressent à l'humain et comment apprendre à vivre, en fait, c'est la grande question. C'est donc vers 15-16 ans que j'ai découvert le bouddhisme par le bouddhisme tibétain. C'est-à-dire que la première lecture que j'ai faite, ça doit être Shogyen Trungpa Rinpoche. Donc c'était un lama tibétain et je trouve que les Tibétains, ils ont bien compris l'Occident, donc ils savent bien parler aux Occidentaux, puis j'ai découvert le bouddhisme zen, puis après j'ai lu les enseignements du Bouddha, etc. Et j'ai fait ma thèse de doctorat, en fait, sur le bouddhisme, la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. C'est-à-dire comment les Occidentaux ont découvert le bouddhisme, l'ont interprété, souvent mal d'ailleurs, comment les philosophes comme Nietzsche, Schopenhauer se sont appropriés ou ont critiqué le bouddhisme. Enfin, c'est très intéressant de voir la réaction philosophique au bouddhisme, et puis comment aujourd'hui, au XXe siècle, le bouddhisme s'est déployé de plus en plus en Occident, et pourquoi ? Et alors pourquoi est-ce que justement, selon vous, le bouddhisme en ce moment a un peu le vent en poupe en Occident ? Alors d'une manière assez légère, au sens où évidemment on n'en parle pas tous les jours au quotidien, mais malgré tout on sent quand même qu'il y a un intérêt de plus en plus présent, je trouve. Tout simplement parce que je crois que les Occidentaux, surtout en Europe, ont pris de la distance avec la religion, c'est-à-dire que la religion décline, mais les besoins spirituels sont toujours aussi forts. Ouais. C'est-à-dire que l'être humain se pose des questions sur le sens de l'existence, comment réussir sa vie, etc. Et donc je dirais que le bouddhisme apparaît comme une spiritualité sans Dieu. Et donc on n'a pas besoin de s'encombrer d'un tas de croyances, d'un tas de dogmes, on veut dire. Mais par contre, on a des réponses existentielles. Donc c'est une philosophie spirituelle assez pragmatique, qui n'est pas incompatible avec la science. Vous voyez, donc ça paraît plus moderne finalement que les religions monothéistes. Donc on se dit ce sont des mythes. Je crois que c'est une des principales raisons. Et puis
Après, dans le bouddhisme, il y a une certaine sobriété de la pratique qui tourne essentiellement autour de la méditation, qui est une pratique universelle que tout le monde peut faire. Alors ça, c'est les raisons du succès. Après, il y a des ambiguïtés. C'est-à-dire que vous voyez aussi des gens qui se convertissent au bouddhisme et qui vont pratiquer des choses, des rituels tibétains très compliqués, et donc ils reproduisent dans le bouddhisme qu'ils ont rejeté dans le catholicisme, et ça fait sourire. C'est un peu rigolo, ouais. C'est-à-dire c'est toujours mieux ailleurs, vous voyez. Donc bon, il y a un peu d'exotisme aussi. Je comprends. Vous, quand vous avez plongé dans la philosophie suite à ces premières recommandations de votre papa, je suis très intéressée par le fait... Excusez-moi. Je suis très intéressée par le fait que vous avez plongé en fait dans une philosophie de la vie, et non pas justement une philosophie très cartésienne que souvent on enseigne à l'école en France. C'est vrai qu'en France, moi-même pour avoir fait des études littéraires, je me rappelle qu'on a tout de suite été plongé dans des philosophies assez complexes au final, et qui, je dois dire, en tout cas à l'époque où moi j'apprenais la philosophie, étaient parfois un petit peu... comment dire, moqueuses des philosophies plus de la vie, comme typiquement le stoïcisme, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous avez vraiment été intéressé par ces philosophies de la vie ? Mais en fait, pour les Grecs qui ont inventé la philosophie en Occident, parce qu'elle existait en Orient d'autres manières, qui ont inventé la philosophie en Occident, pour eux, ce qui était important, avant tout, c'était que la philosophie nous aide à vivre. Parce que à quoi ça sert de philosopher si on est malheureux, si on passe à côté de sa vie. Et donc pour eux, une des dimensions essentielles de la philosophie, c'est de nous apprendre à vivre. C'est-à-dire nous apprendre à vivre bien, à être plus heureux, à nous connaître, connais-toi toi-même de Socrate. Bon, et ça me paraît une telle évidence. Sauf qu'après, il y a eu effectivement toute cette grande rupture avec la religion chrétienne qui fait que la question de la prise en charge de la vie a été prise par la religion. Et c'est la religion qui s'est occupée d'aider les gens à vivre, de leur donner un sens, etc. Et quand la philosophie est revenue après à la Renaissance et surtout aux Lumières, au fond, on a délaissé un peu cette dimension existentielle pour se préoccuper plutôt de questions plus conceptuelles autour de la connaissance, des sciences, du langage. C'est-à-dire que la philosophie a voulu accompagner, si vous voulez, les découvertes intellectuelles plus récentes. Mais on peut assister aujourd'hui à un certain retour de cette philosophie existentielle, puisque les livres de philo qui se vendent le mieux dans le grand public, ce sont les stoïciens, c'est le manuel d'Épictète, ce sont les dialogues socratiques, platoniciens, c'est l'éthique nicomachie d'Aristote, et puis ce sont des philosophes post-Renaissance qui ont repris à leur compte la philosophie grecque, comme Montaigne et Spinoza par exemple. Et moi j'ai fait un livre sur Spinoza qui a eu un très gros succès parce que plein de gens qui auraient pensé quand même que incroyable. C'est incroyable. Et surtout pas mon éditeur qui m'avait dit effectivement ce qui était bien déjà, elle m'a dit si on en vend 40 000 exemplaires c'est un miracle, on en a vendu 300 000 en grand format et le double en poche. Donc il y a eu un succès énorme. Pourquoi ? Parce que plein de gens savaient que Spinoza c'est un philosophe qui parle de la vie. C'est un philosophe de la joie, c'est un philosophe qui nous apprend à faire grandir la joie et diminuer la tristesse et qui nous donne une éthique de vie fondée sur la connaissance de soi. Et donc, je crois que c'est ce que la philosophie peut nous apporter de mieux. Parce que, honnêtement, on n'a pas besoin de faire de la philosophie pour avoir une connaissance scientifique. La psychologie, aujourd'hui, nous donne aussi des connaissances très précises de la psyché humaine. Les sciences humaines sont développées dans tous les domaines. Où est-ce que la philosophie reste, pour moi, le plus intéressant ? Ça reste fondamentalement nous apprendre à vivre. Mais je dois dire que pour avoir suivi évidemment le succès du livre sur Spinoza, je me rappelle quand j'ai lu le livre et surtout quand j'ai vu que vous aviez écrit un ouvrage avec quand même Spinoza dans le titre, donc voilà, on est clair et net quoi, de me dire que ça a été un tel succès en librairie, je trouvais ça assez fou. Je me disais mais c'est vraiment, c'est un pari. C'est rassurant, oui. Parce que ça veut dire que beaucoup de gens s'intéressent à la philosophie et que Spinoza qui est un auteur dont on sait, parce que plein de gens en parlent de Spinoza. Pas le plus accessible quand même au niveau de l'écriture. Plein de gens en ont entendu parler. Vous savez que les scientifiques adorent Spinoza. Einstein est dit le plus grand philosophe de tous les temps. Les biologistes aiment beaucoup Spinoza. Il y a des spécialistes de l'économie, comme Frédéric Lordon, etc., qui parlent de Spinoza. Donc plein de gens sont spinozistes et au fond, il est très dur à lire. Et c'est la difficulté majeure, c'est que moi-même qui fais l'étude de philo, j'ai dû lire 20 fois l'éthique avant de commencer à comprendre de quoi il s'agissait, parce qu'il faut presque un dictionnaire à côté du vocabulaire de son époque, puis pour plein de raisons, la manière dont c'est construit, c'est très difficile. Et c'est vrai que du coup, lorsque les gens se sont dit, tiens, peut-être qu'on va nous rendre accessible
la pensée d'un homme qui a visiblement découvert des choses fondamentales, ça a fait le succès du livre. Et c'est vrai que moi-même, je me suis dit, il faut transmettre cette pensée-là. Elle est trop précieuse pour qu'elle reste effectivement uniquement accessible à des spécialistes. Ça fait partie justement de votre projet de vie, de rendre accessible des choses parfois complexes. Tout à fait. J'ai pas choisi ça au départ. Je me suis pas dit, mon projet de vie, c'est de rendre accessible des choses complexes. Ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire pas mal de bouquins que personne ne lisait parce que c'était trop difficile. Et puis à un moment donné, je me dis à quoi ça sert d'écrire si on n'a pas de lecteur. Autant pas écrire, faire autre chose, faire de la recherche. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire autrement. C'est-à-dire de dire avec des mots simples, des choses compliquées, sans trahir la complexité. Ouais. Donc c'est un travail de traduction en fait que je fais sur des grands auteurs ou sur des pensées en général. Et donc, et là, j'ai vu tout de suite un public qui vraiment avait soif de ça. Et du coup, bah, évidemment, progressivement, j'ai développé de plus en plus ce type d'ouvrage. Et ça me fait plaisir de faire plaisir. C'est-à-dire, moi, j'aime les gens, je le dis carrément. Voilà, je suis généreux de tempérament. Et donc, quand je vois que des gens me disent dans les dédicaces, dans le train, dans l'avion, partout, vos livres ont changé ma vie, ça me fait plaisir. Je me dis au moins ça a apporté quelque chose. Et donc, pouvoir transmettre des idées que je trouve extrêmement fortes, pertinentes à un large public, bah, je me dis ça donne un peu un sens à mon existence. Je comprends. J'aimerais parler justement un petit peu de vos méthodes de travail et de ce sujet sur l'écriture. Parce qu'en fait, on peut penser que c'est simple d'écrire simplement, mais au contraire, il y a souvent une C'est bien beaucoup plus plus grande dur. complexité. Ah non, Exactement. mais quand j'écrivais des livres universitaires, j'avais aucun mal, Ouais. puisque je restais dans la complexité de la pensée avec un vocabulaire très pointu. C'est très facile. Une fois qu'on a accédé et qu'on a appris ces gammes de piano et qu'on sait faire ça, c'est très facile. C'est beaucoup plus difficile comme dirait Platon, de sortir de la caverne et puis d'essayer après de dire les choses avec un vocabulaire qui soit accessible à tout le monde, parce que c'est un travail, encore une fois, de traduction sans trahir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser les termes qui sont parfois utilisés mais incompréhensibles aujourd'hui. Hein. Si je vais parler d'attributs, de modes, etc., de substances, on ne Mm. va rien comprendre. Donc j'utilise d'autres mots qui veulent dire la même chose mais que les gens peuvent comprendre pour que, ou alors j'utilise les mots du philosophe, mais je vais dire ça veut dire ça. Mm. Je fais la traduction. Et donc du coup, effectivement, c'est un travail, c'est le double de travail. Il faut comprendre déjà la pensée d'un auteur et ensuite il faut la retraduire de manière accessible. Alors justement, au niveau de votre manière de travailler, on parlait juste avant de commencer l'interview de votre vie à mi-chemin entre la Corse, où vous vous ressourcez, et Paris, si je Oui. comprends bien. Je trouve ça très intéressant justement parce que je pense qu'on est souvent beaucoup dans l'énergie et dans la ville, dans l'urbain, etc. Mais du coup, on a un peu moins de temps de réflexion, de recul. Et dans un travail d'écriture, je peux imaginer qu'on a besoin d'un petit peu de temps de réflexion et de recul, surtout quand on Complètement. doit traduire un philosophe aussi complexe que Spinoza. Ah, mais quand je suis à Paris, j'ai absolument pas le temps de travailler. Ouais. C'est-à-dire que je fais que. Alors, des fois, mon travail, c'est faire la promo de mes livres, Oui, oui, hein, comme je fais là d'ailleurs. bien sûr. Je rencontre un tas de journalistes, etc. Et puis, je sors, je vois des amis. Et donc, je pourrais pas travailler à Paris dans ce rythme social. Ce qui fait que j'ai compris depuis longtemps que si je voulais vraiment prendre du temps, il fallait que j'ai un double domicile. Et j'ai écrit tous mes livres à la campagne. Alors j'ai changé de campagne, hein. J'ai connu la Normandie, puis après j'ai été séché dans le sud de la France parce que tellement il pleuvait en Normandie, j'ai eu besoin d'aller au soleil, puis après j'ai encore eu besoin d'aller plus au sud. Alors, je suis en Corse, je ne peux pas aller plus loin là maintenant, ça y est. Et donc j'ai écrit tous mes livres à la campagne devant un paysage. J'ai besoin d'avoir un tableau de la nature devant moi. Et c'est ça qui m'inspire. Et puis dès que j'ai fini d'écrire ou que je suis un peu fatigué, je vais marcher. Et le Mm. fait de marcher me remet en route l'énergie et j'ai de nouvelles idées qui arrivent et j'écris à nouveau. Vous savez, la marche inspire. Hein, c'est Ouais. vraiment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'expression les péripapéticiennes, c'est les prostituées. Ça vient des péripapéticiens qui étaient les disciples d'Aristote qui philosophaient en marchant. Mm. Parce que et beaucoup de philosophes, Socrate, etc., Bouddha, enfin, marchaient tout le temps. Parce que la marche stimule la pensée, les idées. Ça permet de connecter des intuitions et alors après, pouf, ça c'est reparti. Donc voilà, j'alterne l'écriture, la marche, le plaisir de contempler le paysage et c'est tout ça qui me permet d'être inspiré. L'isolement est nécessaire à votre créativité? Isolement relatif, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être totalement seul, mais si je suis accompagné, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. C'est-à-dire qu'il faut que dans la journée, je ne sois pas dérangé. Donc je dirais que je coupe mon portable. Et je fais rien d'autre, on va dire entre 10h du matin et 18-19h,
que écrire, me promener, manger un petit peu, mais je ne vais pas être dans l'échange. Donc s'il y a quelqu'un avec moi, on échangera le soir et le matin, mais Cette pas dans la personne sait journée. qu'elle est invitée, C'est mais pas pour pas discuter. pour discuter. pendant la journée. Vous m'expliquiez aussi précédemment que vous avez la chance d'écrire pendant la journée et pas au plein milieu de la nuit, vous êtes inspiré pendant la journée. Ça a été une discipline que vous êtes mise en place justement de faire des horaires d'une certaine manière pour réussir à avancer, parce que j'imagine qu'il y a des moments aussi où on n'est pas inspiré, la page blanche, etc. On a tous entendu parler de cette expression, mais c'est quelque chose qui vous touche aussi et vous avez été obligé d'une certaine manière de créer des rituels justement pour réussir à être plus productif. Pas du tout, c'est très naturel. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir une vie saine. Et donc, le soir, j'ai pas envie. Si je travaille le soir, je vais pas dormir parce que je vais penser à mes idées. Donc, je décroche avant le dîner, vers 18h, 19h. Donc, j'ai besoin d'un temps de décrochage. Et après le dîner, je me regarde une bonne série, je lis un bouquin, je me détends. J'ai besoin vraiment de couper avec la tête. Et comme j'ai besoin de 8-9 heures de sommeil, ce qui est pas mal, du coup, je ne travaillerai pas avant 10 heures parce que c'est le temps d'émerger, de faire mon petit déjeuner tranquille, un petit temps de méditation le matin. Et puis, j'enchaîne. Donc, les horaires se sont imposés finalement comme des horaires de bureau parce que c'est plus pratique et que ça me laisse l'espace de sommeil et de détente nécessaire le soir. Comment vous choisissez vos thèmes ou vos auteurs à traduire ? Je fais pas que ça, hein. C'est-à-dire que, en fait, j'en ai fait que 2 traductions d'auteurs, si on réfléchit. J'ai, un peu plus si on compte un livre qui s'appelle Socrate, Jésus, Bouddha, où j'ai appelé ça mes 3 maîtres de vie, parce qu'ils ont vraiment beaucoup compté dans mon parcours. Sinon, j'ai fait Spinoza, et là, je viens de faire Jung, c'est ça. On en parlera, qui est mon dernier livre. Et Jung est aussi complexe que Spinoza, pour d'autres raisons. Donc, à part ces ouvrages où j'ai vraiment transmis, en fait, j'ai fait pas mal de livres d'essais plus personnels, et j'ai fait des contes et des romans dans lesquels j'ai une liberté totale, parce que là, je peux effectivement écrire de manière très accessible, tout en transmettant des idées à travers des histoires, des personnages, donc il y a plus d'émotions. Et j'aime aussi être dans l'émotion, j'aime pas être que dans la tête. Et alors, justement, au niveau, peut-être avec un exemple au niveau des idées de romans, je suis toujours assez fascinée par ces auteurs justement qui arrivent à inventer tout un univers, parce que finalement ça sort complètement de leur tête, peut-être d'une expérience, d'une histoire, mais est-ce que vous pourriez reprendre un exemple concret de d'où est venue l'idée d'un de vos romans et comment est-ce que finalement vous l'avez traduite ? J'en ai plein en fait, mais je vais prendre un roman qui s'appelle La promesse de l'ange, qui est un roman qui se passe au Mont-Saint-Michel. Et c'est un thriller, qui se passe entre notre époque et l'an 1000. Et il y a un crime qui est commis dans un chantier de rénovation du Mont-Saint-Michel, et on comprend la clé de l'énigme 1000 ans plus tôt. Donc les 2 énigmes se croisent progressivement. Et l'idée est venue, j'étais au Mont-Saint-Michel, parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup, j'y ai habité plusieurs fois, puis une fois j'y étais, et puis on me fait visiter une crypte qui est assez obscure, qui s'appelle Notre-Dame sous terre, qui est le plus vieil endroit du lieu et tout. Et puis là, je vois, il y avait une espèce d'escalier qui montait vers un endroit un peu sombre. Et là, j'imagine, mais c'est mon imagination, hein, j'ai beaucoup d'imagination, j'imagine une sorte de moine du Moyen-Âge, comme un fantôme, sans tête. Ça me vient comme ça. Et je me dis, tiens, il y aurait une histoire à inventer, avec un moine décapité qui apparaît. Et donc, s'il a été décapité, que c'est un fantôme, s'il a dû vivre au Moyen-Âge, et pourquoi il apparaît, pourquoi il est décapité. Et j'ai déroulé une histoire en 3 jours qui a fait La promesse de l'ange, et qui est un bouquin de 700 pages. Mais tout est parti d'une idée ou d'une inspiration, d'une image. Et tous les livres partent comme ça, d'un petit détail, et je déroule le fil. Et après, voilà, ça donne un roman. J'ai parlé à une personne récemment qui écrit un livre actuellement et qui m'a dit, c'était son premier livre, qui m'a dit c'est drôle parce qu'en fait quand je crée des personnages, en fait ils commencent à prendre vie, et à un moment donné, ils nous échappent et ils deviennent... Est-ce que c'est pareil pour vous ? Tout à fait. On crée des personnages, ils prennent vie, et puis progressivement, on contrôle plus rien, et puis ils nous amènent là, au fil de l'écriture, il y a des idées qui arrivent qu'on n'avait pas du tout prévues. Moi, je pense que quand on écrit, on est un peu connecté. C'est-à-dire, à quoi, je ne sais pas, mais il y a des intuitions qui arrivent. C'est peut-être notre inconscient, hein, qui nous donne un tas d'éléments, mais c'est vrai que j'ai jamais écrit une histoire que j'ai contrôlée du début à la fin. C'est-à-dire, j'ai eu une piste, et puis après, au fur et à mesure de l'écriture, tout se déploie, il y a des idées qui arrivent, des rebondissements auxquels je n'avais pas pensé du tout, ça se termine jamais de la manière dont j'ai imaginé.
Donc c'est vrai qu'on est pris par ces personnages C'est drôle et parce leur que évolution. c'est l'inverse de la dissertation, introduction, Oui, tout développement, le plan. conclusion. Bah, c'est utile des fois de faire un plan. Ça m'arrive Ouais, dans certains livres de faire un plan, mais je le tiens jamais. c'est drôle. Est-ce que quand vous étiez petit, Frédéric, vous pensiez que vous alliez être auteur quand vous avez commencé à vous intéresser à l'écriture et à la philosophie? Alors j'ai pas pensé que j'allais être auteur. J'ai écrit mon premier livre à 12 ans. Oui, Donc donc j'avais vous êtes le goût plongé de dedans. l'écriture. Voilà. J'avais le goût de l'écriture. Qui était à quel Euh, sujet, ce livre? Ça s'appelait La Grande Famine. Ouais. C'était des hommes préhistoriques qui avaient une famine, ils mouraient de faim, ils allaient faire la guerre à une autre tribu. Donc, alors, j'ai une explication psychanalytique. J'en ai Ok, parlé à mon psy. ok. C'est pas très difficile. C'est que mon père était au régime. Il mangeait que vous savez, des carottes Vichy, des D'accord. épinards, des blettes sans sauce. Et ma mère, qui détestait faire la cuisine, était trop heureuse de mettre toute la famille au régime. Ce qui fait que j'avais tellement faim enfant, mais faim de frites, de pâtes, Oui. de pizza, de machin, que je me ruais chez mes amis pour manger ailleurs. Et donc je pense que inconsciemment, voilà, j'ai écrit mon premier cri du cœur, c'était La Grande Famine. Et après avoir écrit ce livre, vous vous Bon, il êtes n'a jamais été orienté. publié, hein, ça fait 10 lignes. Oui, Hein. oui. Enfin, ça fait 10 pages, je veux dire. J'imagine que c'était peut-être plus une nouvelle, mais Oui, c'est une nouvelle. ce qui est drôle, c'est que souvent quand on est enfant, on rêve un peu de devenir acteur, philosophe, astronaute, etc. Et puis peu de gens le deviennent effectivement. Et vous, bah, d'une certaine manière, vous l'avez fait. Alors que Non, philosophe, alors je rêvais pas d'être ni philosophe ni écrivain. Je rêvais d'être cinéaste. d'accord. C'est-à-dire, j'avais vraiment envie de faire des films de cinéma. J'étais passionné de cinéma. Je me suis dit, je vais faire mes études de philo, et puis ça va me conduire. Après, j'irai à UCLA, faire l'école qu'a fait Spielberg. Enfin, j'avais tout un plan de carrière. Et puis, en fait, bah, la vie en a décidé autrement. C'est-à-dire, je suis parti dans la philo, la religion, la spiritualité. Après, je suis devenu un spécialiste de toutes ces questions-là. Du coup, très vite, à 24 ans, j'étais directeur littéraire chez Fayard pour m'occuper des livres de spiritualité. Donc, c'est un enchaînement de vie qui fait que finalement j'ai un peu mis de côté le rêve qui m'animait, même si l'écriture c'est aussi voilà, un talent que j'ai et j'en suis heureux, hein, je suis très heureux. Mais c'est maintenant que je suis en train d'essayer de revenir à mon premier amour. Et là, j'ai fait de la réalisation de documentaires qui ont été diffusés sur Arte. Et là, je suis en train d'écrire une série, un film de long métrage. Donc je me dis peut-être que la fin de ma vie sera plutôt consacrée à ce qui était mon rêve d'adolescent. Le rêve d'enfant, finalement, Enfin, peut-être, mais s'est matérialisé, la c'est pas boucle encore sera fait. bouclée. Mais disons que je fais ce qu'il faut pour. Formidable. Si on revient à la philo, quel a été pour vous l'un des enseignements les plus marquants que vous ayez pu appliquer à votre vie? Alors c'est très général comme question, mais finalement vous partagez tellement de choses avec le grand public. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui vous a personnellement le plus marqué comme enseignement philosophique que vous vous appropriez à vous-même? Oui, bah, beaucoup. Parmi les différents enseignements, je dirais la voie du juste milieu. C'est-à-dire que j'avais lu chez Aristote que la vertu, c'était un équilibre entre deux extrêmes. Mm. Et que, par exemple, le courage, qui est une vertu, c'est un équilibre entre la lâcheté, qui est un extrême, et la témérité, qui est aussi un autre extrême. Mm. Et donc le courage se cultive au quotidien par des petits actes dans lesquels on évite et la témérité et la lâcheté. Et ça m'a beaucoup éclairé. Et je me suis dit, au fond, il faut trouver un équilibre. Et ça me va très très bien parce que j'ai un tempérament plutôt pacifique et je ne suis pas un extrémiste. Et du coup, j'ai compris qu'on était heureux parce qu'on développait des vertus. Donc la tempérance, par exemple, je mange bien mais pas trop. Mm. Je ne vais pas me bourrer la gueule, etc. Parce que finalement, ça détruit ma santé, j'ai pas envie. Donc on retrouve exactement la même chose dans le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est la voie du juste milieu. Il ne faut pas tomber dans l'ascèse, il ne faut pas tomber dans la gloutonnerie, l'excès, etc. Et je dirais que ça m'a très jeune équilibré. Alors que peut-être j'aurais été un passionné, excessif, mais là, ça m'a donné une structure de vie qui fait qu'en recherchant la voie du juste milieu, ça développe un certain nombre de vertus qui nous permettent d'être très bien dans sa vie. Et donc, qui dit voie du juste milieu dit moins plaisir, parce que j'ai Non. l'impression qu'avec les extrêmes, on recherche souvent le plaisir. On recherche une intensité du plaisir Ouais. qui détruit le bonheur. Ça, le C'est-à-dire que c'est la paradoxe. différence entre plaisir et bonheur. Mm. C'est que le plaisir, c'est immédiat. C'est une sensation immédiate. Mais à aller dans des excès de plaisir, en fait, on détruit la santé, on détruit l'équilibre de vie. Regardez DSK, excusez-moi, mais un petit plaisir immédiat a ruiné sa vie. C'est-à-dire qu'il faut savoir renoncer à certains plaisirs si on veut construire un équilibre de vie. Et donc le bonheur, c'est un état global et durable de satisfaction de l'existence, mais qui demande un équilibre, qui demande une harmonie de vie.
Alors que le plaisir, vous pouvez le chercher intensément dans la passion, par exemple, mais vous allez avoir du plaisir un certain temps et après vous allez être malheureux pendant je ne sais combien de temps parce que voilà, vous avez projeté sur l'autre toutes sortes de choses qui n'existent pas. Et donc moi je ne cherche pas la passion, par exemple. En amour, je cherche la justesse, la vérité, la qualité de la relation et ça se développe progressivement. Et dans tous les domaines, je ne suis pas dans l'excès. J'ai besoin d'être dans cette voie du juste milieu. Ça a été mon choix et un équilibre de vie. Après, j'ai des copains qui me disent qu'est-ce que tu nous fais chier avec ta philo, qu'est-ce que j'adore me déchirer, qu'est-ce que j'adore la passion, souffrir. C'est pas mon choix de vie. Ouais, Mais je je comprends. comprends tout à fait qu'on peut renoncer à la philosophie, à la sagesse et au bonheur pour l'intensité du plaisir. Et donc, du coup, est-ce que le bonheur, c'est un choix délibéré? Parce que Ah, là, complètement. C'est un choix de vie. C'est-à-dire, j'ai choisi d'être heureux. J'ai pas choisi d'être, encore une fois, ça n'arrive pas par hasard. Ou ça peut, peut-être. Je crois que c'est un choix quand même, mais un choix conscient ou inconscient. Moi, je l'ai fait consciemment, il y a plein de gens qui le font inconsciemment. C'est-à-dire qu'ils vont organiser leur vie pour garder un équilibre de vie, pour essayer de ne pas déséquilibrer quelque chose d'essentiel, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la vie affective, etc. Donc je crois que le bonheur, il se décide consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire on recherche finalement, encore une fois, une harmonie. Par contre, il y a des gens qui disent, moi, la sérénité, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est plutôt le chaos, etc. Et c'est une manière, c'est une satisfaction aussi. Mais moi, je préfère cette définition grecque du bonheur qui est plutôt fondée sur la sérénité et sur la joie que sur l'intensité des émotions qu'on ne maîtrise pas du tout. Vous vous rappelez justement le moment où vous avez pris la décision de vouloir être heureux et de vouloir... Adolescent, Ouais. je pense qu'enfant, j'étais pas heureux. C'est-à-dire que j'étais heureux parce que j'ai un tempérament joyeux, mais j'étais pas heureux en famille pour les raisons à la Le fois régime alimentaires, strict, carotte. carotte. Mais aussi parce que mes parents s'entendaient pas du tout, que c'était des conflits permanents à la maison. Je disais à 8 ans à mes parents, je vous en supplie, divorcez. Donc tout ça faisait que j'étais déséquilibré, j'avais un déséquilibre affectif, j'étais pas très heureux. Donc j'ai recherché le bonheur, j'ai recherché l'équilibre, j'ai recherché ce qui pourrait me donner plus de satisfaction dans l'existence. Et puis après, un peu plus tard, jeune adulte, j'avais des phobies ou des angoisses que j'ai cherché à faire une thérapie pour guérir de ça. Et j'ai réglé mes problèmes de petite enfance. Et donc j'ai toujours cherché à retrouver un équilibre parce que je ne l'avais pas. Mais il y a des gens qui vont très bien depuis l'enfance, qui ont eu une enfance équilibrée, et ils ne se posent même pas la question du bonheur. Elle est là. Il est là. C'est quelque chose qui est donné. La dimension spirituelle aussi, c'est quelque chose évidemment qui est très marquant chez vous. Et surtout, je trouve à une époque où, comme vous le disiez au tout début, quand on a commencé notre conversation, on parle assez peu de spiritualité. En tout cas, clairement, c'est plus comme c'était il y a même 100 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à la spiritualité aussi jeune? Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est peu fréquent pour des enfants de s'intéresser à ces sujets. Alors, détrompez-vous, tous les enfants sont extrêmement métaphysiques et spirituels. D'accord. C'est-à-dire qu'entre l'âge de 3 ans et 5 ans, 6 ans, ils posent plein de questions métaphysiques. Pourquoi on est sur Terre? Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Enfin, les questions spirituelles sont omniprésentes. Sauf qu'on leur dit, on n'en sait rien. Ouais, on répond pas, On quoi. répond pas, ben, on n'en sait rien. Ou alors, si on est dans une religion, on donne des explications toutes faites, puis ils remettent en cause plus tard. Mais au fond, il y a un âge métaphysique, et d'ailleurs Kant disait avec humour, la métaphysique, ce sont des adultes qui cherchent à répondre à des questions d'enfants. Ce sont des questions d'enfants. Et vous savez que je fais de la philo avec les enfants. Mais alors, j'ai lu ça, c'est incroyable. Ah oui, je trouve qu'il ne faut pas attendre la terminale pour philosopher. Donc on fait des ateliers de philo avec les enfants. Ce n'est pas des cours de philo. Les enseignants, même pas philosophes, peuvent le faire. On forme des animateurs pour ça dans une association qui s'appelle SEV, ça veut dire Savoir-être et vivre ensemble, dont le but c'est d'apprendre aux enfants à développer leur intelligence, leur capacité de réflexion, de leur jugement personnel, d'écouter les autres, de débattre, etc. Ça marche formidablement bien. Et quand vous posez la question à des enfants, on commence au CP, on fait toute la scolarité, mais quand on commence au CP, vous posez la question aux enfants, de quoi vous voulez parler? De l'amour, de la mort, de l'amitié, du bonheur, de les grandes questions de la vie, quoi. Ils vont pas vous dire on veut parler de la théorie des sciences et du langage. Ouais. C'est les grandes questions de la vie. Pourquoi on est sur Terre? La vie a-t-elle un sens? Ça, je l'entends tout le temps. Donc ces questions-là passionnent les enfants. Et puis après, quand on devient adulte, on se dit bon, on va s'occuper de choses plus pratiques et on fait des études scientifiques, d'ingénieur, on devient ingénieur, commerçant, tout ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, on refoule un peu ces questions-là et elles ressortent souvent vers le milieu de la vie. Ce que Jung appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire vers le milieu de la vie, on se rend compte, on se dit mais au fond, j'ai fait ça, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un boulot, mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je suis sur Terre?
Et c'est pour ça qu'entre 35 et 50 ans, il y a souvent une crise du milieu de la vie. C'est simplement qu'on revient aux grandes questions spirituelles de la vie. Et alors, comment y répondre Comment ça? à ces questions spirituelles quand on a 35 ans, ce qui est à peu près mon cas, et tout d'un coup, on se dit, et effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, on se repose ces questions à cet âge-là, alors qu'on les avait un petit peu, je pense, bannies de son esprit Oui, dans c'était les... plus la voilà. préoccupation principale. Ouais. Et tout d'un coup, on se dit, finalement, là, parce qu'on sent le temps qui passe, tout d'un coup, et on se dit, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui cherchent à faire des reconversions, à trouver un sens à leur métier. Et finalement, je trouve que pour répondre à cette question de quel est le sens de ma vie, c'est une question terrible, d'une certaine manière, parce que tous les choix sont possibles, et qu'on se dit, mais comment savoir? Est-ce qu'il y a une bonne réponse déjà? Absolument. La seule bonne réponse, c'est de se connaître soi-même, c'est l'introspection. C'est-à-dire que Aristote et Spinoza nous disent très justement, il y a une nature humaine singulière. C'est-à-dire que chaque individu est différent de l'autre. On a tous des potentiels, des dons, des complexités, des paradoxes qui ne sont pas les mêmes que celui de notre voisin. Et donc il faut arriver à comprendre qui je suis. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me met dans la joie? Pour Spinoza, le critère, c'est la joie. Qu'est-ce qui me met dans la joie? Qu'est-ce qui me met dans l'enthousiasme? Et là, on peut comprendre que si ce qui me met dans la joie, c'est de jouer du piano, que je suis banquier, je suis peut-être passé à côté, surtout si je suis malheureux en tant que banquier. Si je suis heureux en tant que banquier, tant mieux. Mais si je suis malheureux dans mon métier, puis à ce moment-là, on peut effectivement faire une reconversion. Moi, je sais que ma petite sœur, elle avait un boulot alimentaire à Paris pendant des années, elle n'était pas heureuse. Et puis elle se disait, mais j'ai qu'une envie, c'est de vivre dans la nature. Elle adorait la nature, etc. Et tout. Elle a fait une reconversion à 30 ans. Elle a fait un BTS d'agriculture. Et maintenant, elle fait des plantes médicinales dans la Drôme. Elle me dit, je gagne 10 fois moins d'argent, je suis 10 fois plus heureuse. Et donc, elle a suivi sa nature. Mais pour ça, c'est un travail d'introspection, se connaître, puis avoir le courage après. C'est ça. De se dire, mais est-ce que je suis capable de changer de vie, de quitter une ville pour aller vivre à la campagne, ou de changer de métier complètement, de me réorienter? Il faut du courage. Et puis, des fois, on ne peut pas le faire parce qu'on est trop pris par les problèmes financiers, les enfants élevés, etc. Et donc, il y a certaines personnes pour qui c'est très difficile. Et puis au-delà de ça, il y a aussi la question du regard des autres, du changement, du jugement. Et parfois, s'écouter soi-même, c'est une chose, mais savoir l'assumer en public, c'en est une autre. Oui, notamment auprès de son entourage, parce que c'est ça le plus dur, généralement. Ses proches, ses conjoints, etc., de leur dire, voilà, je veux changer complètement de métier. Si vous êtes trader et vous dites, je vais élever des chèvres, je ne suis pas sûr que votre compagne, si c'est un top modèle, elle vous suive. Donc voilà, il faut que l'entourage puisse Ça permet suivre. de filtrer ses amis. Oui, alors aussi, ça permet de faire d'autres choix. Dites-moi, Frédéric, pourquoi avoir fait le choix d'étudier, donc de traduire, si je reprends mon mot, Jung pour votre dernier ouvrage dont j'aimerais parler, parce que c'est quand même aussi un ouvrage actualité, on va dire. Extrêmement actuel. Ouais. Alors en fait, Jung fait partie des auteurs qui m'ont marqué à l'adolescence. Donc il y a eu effectivement les philosophes, il y a eu le bouddhisme, et puis il y a eu Jung. Puisque quand j'ai découvert la philosophie, je me suis dit, au fond, comme je disais tout à l'heure, mais comment trouver des gens qui philosophent aujourd'hui, etc. J'ai trouvé les bouddhistes. Et puis après, j'ai découvert que le bouddhisme, c'était une psychologie, c'est-à-dire c'est une connaissance de la psyché. Et comme je commençais à avoir un peu des petits problèmes psychologiques, des angoisses et tout, je me suis intéressé à la psychologie. Et là, j'ai découvert Freud et Jung. J'ai lu les deux. Et je me suis rendu compte que je me sentais plus proche de... Enfin, Freud est fondamental, hein, mais je me sentais plus proche de Jung parce qu'il a cette dimension spirituelle. Et donc, il y avait cette quête du sens de la vie. Alors que Freud nous dit, rechercher le sens de la vie, bon, c'est une illusion, il est beaucoup plus matérialiste, si vous voulez. Alors que Jung, d'un point de vue philosophique, est beaucoup plus spiritualiste. C'est-à-dire qu'il nous dit, on ne peut pas s'épanouir sans se poser la question du sens de l'existence, et il a toute sa vie cherché cette question-là. Et donc, du coup, j'ai lu un livre de Jung qui s'appelle Ma vie, qui est une autobiographie en 800 pages, je trouve ça passionnant, et ça m'a donné envie de lire Jung, et je l'ai découvert, et il a joué vraiment un rôle important dans ce travail de connaissance de moi, qui m'a permis d'être heureux, de me réaliser, etc. Et puis je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas Jung en France, alors que c'est une méga star aux États-Unis, ils ne connaissaient pas Jung, et ou certains, on connaît des idées jungiennes sans savoir que c'est Jung. Par exemple, beaucoup de gens ont entendu parler de l'inconscient collectif, ils ont entendu parler des synchronicités, des complexes, des types psychologiques, des archétypes, mais on ne sait pas que c'est Jung, et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Il doit y avoir aussi des raccourcis, quoi. Voilà, beaucoup de raccourcis. Et du coup, je me suis dit, je vais faire le même travail que j'ai fait sur Spinoza, c'est-à-dire essayer de rendre Jung accessible à un grand public, parce que je pense que toutes ces idées sont révolutionnaires et elles peuvent aider à vivre comme elles m'ont aidé à vivre. Quelles seraient une ou deux des idées les plus marquantes, selon vous, de Jung, que vous avez voulu traduire dans le livre? La première, c'est l'inconscient collectif. C'est-à-dire que
la grande différence entre Freud et Jung, et c'est pour ça qu'ils ont travaillé 7 ans ensemble, ils se sont séparés sur cette question-là, c'est que pour Freud, il n'existe qu'un inconscient personnel. C'est-à-dire que notre histoire, progressivement, on a refoulé tout un certain nombre de choses, essentiellement des désirs sexuels, et qui fait qu'après on a des lapsus, des actes manqués, etc. Mais donc l'inconscient est un lieu de refoulement. Et déjà, Jung n'était pas tout à fait d'accord avec cette idée, parce qu'il dit au fond, il n'y a pas que du négatif dans l'inconscient personnel. Mm. Il y a aussi des choses positives. L'inconscient nous parle par des rêves, il nous avertit de certains dangers, il y a des rêves prémonitoires, il y a des choses, des symboles qui nous font évoluer. Donc il n'avait pas la même vision d'un inconscient poubelle, je dirais. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a dit, mais on a aussi des symboles à l'intérieur universels. C'est-à-dire qu'on va faire des rêves de mythologiques, de choses qu'on ne connaît pas du tout, Ouais. qu'on n'a pas vécues dans notre enfance, etc. Et donc, il a inventé l'idée d'inconscient collectif, c'est-à-dire, il dit, je constate, après avoir soigné des milliers de patients, que ces gens font des rêves de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a des symboles universels. Ça veut dire qu'on hérite d'un inconscient, dans notre inconscient, dès qu'on est, on hérite de tout ce que les gens ont vécu avant nous. Et tout ça vit à l'intérieur de nous dans un immense inconscient qu'il appelle l'inconscient collectif. Et donc, on peut, cet inconscient, dialoguer avec lui. Et moi, j'avoue que quand j'écris certains romans, je vois que je me connecte à l'inconscient collectif. C'est bourré de sorcières, de moines, de vieux sages, de machins, d'un tas de D'où vous trucs sortez qui ça? m'habitent. Voilà. Et donc, je me connecte à mon inconscient collectif. Donc, je pense que c'est une invention fondamentale. Et d'ailleurs, il nous dit, l'être humain, il a besoin de vivre avec des archétypes, c'est-à-dire des mythes universels, des Mm. symboles universels. Le vieux sage, la sorcière, etc. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Jung est mort en 61. Il nous a dit que notre civilisation moderne, elle était trop desséchée, trop rationnelle, etc., qu'on avait besoin de mythes, de symboles pour vivre. Et qu'est-ce qui se passe? La guerre des étoiles, les grandes sagas de Tolkien, le Seigneur des Anneaux, C'est vrai. Harry Potter, enfin, tous les grands succès planétaires de la fin du XXe siècle, ce sont des grandes sagas mythologiques. Mm. Et donc, Jung avait complètement raison. On a refoulé le mythe et on a besoin de ces symboles universels qu'il appelle des archétypes, finalement, pour s'épanouir. Oui, puis aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est réel ou pas, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité à me rappeler d'un concept et à comprendre quelque chose quand il y a une histoire. Alors Oui, que quand c'est purement théorique, c'est c'est vrai que vrai, ça rentre un peu d'un côté, ça ressort de l'autre. tout à Dans mon fait. cas, en tout cas. Donc ça, je dirais que l'inconscient collectif, ça me paraît, les archétypes, ça me paraît une théorie fondamentale. Une autre parmi beaucoup, les synchronicités. Les synchronicités, en fait, l'idée lui est venue parce qu'il avait une patiente dans son bureau qui lui dit qu'elle a rêvé d'un scarabée doré. Et au moment où elle lui dit ça, il y a un scarabée doré qui rentre par la fenêtre qui se pose sur le bureau. Quel hasard! Mais quelle troublante coïncidence! Et du coup, Jung a observé à travers des dizaines de faits comme ça qu'il y avait souvent des coïncidences extraordinaires entre un événement psychique et un événement physique. L'événement psychique, c'est effectivement cette femme qui rêve, Mm, mm. et puis l'événement physique, c'est qu'il se passe ça. Autre cas qui nous arrive tous, enfin qui nous est souvent arrivé, on pense à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et le téléphone sonne 5 minutes après, c'est la personne. Mm. Un événement psychique correspond à un événement physique. Et donc il s'est posé la question d'où ça vient, parce que c'est inexplicable scientifiquement. Du coup, Freud dit ça n'existe pas, c'est un pur hasard. Oui. Bon. Et donc lui non, il dit, je pense que il y a quelque chose de réel, il faut comprendre ce que c'est. Et alors, pour comprendre ce que c'est, il a fait la rencontre d'un physicien qui s'appelle Wolfgang Pauli, qui c'est un des fondateurs de la physique quantique. Et il a eu le prix Nobel de physique en 1945. Et pendant 25 ans, ils ont travaillé ensemble pour comprendre les synchronicités. Ils ont inventé un concept qui s'appelle la psychophysique, dans lequel ils nous disent, en fond, la seule explication possible, c'est qu'il y a un autre plan du réel qu'on ne voit pas, un réel voilé, dans lequel matière et esprit sont complètement connectés, au-delà de l'espace et du temps. Et notre intuition et notre inconscient peuvent se connecter Mm. à ce réel-là, ce qui expliquerait tous les phénomènes des rêves prémonitoires, de la télépathie, des synchronicités, même de la voyance. Oui, ce sera Euh, une manière de réhabiliter finalement toutes tout, ces... tout ce qu'on a refoulé comme Ouais. étant de l'ésotérisme, de la parapsychologie, etc. Donc il dit en fait c'est des phénomènes qui existent vraiment, sauf qu'on ne les comprend pas scientifiquement. Et donc pour ça, il faut postuler qu'il existe un autre niveau de réalité au-delà de la matière physique immédiate, qui est en même temps du réel dans lequel matière et esprit sont liés. Donc c'est un postulat qui après demande d'être exploré pendant, ça va être des siècles d'exploration. Mais je crois que c'est la recherche scientifique du futur, le lien entre matière et esprit.
C'est passionnant et je dois dire que ça ouvre un univers, devant nous de réflexion, peut-être des films aussi à venir, Frédéric, je ne Pourquoi sais pas. pas? Frédéric, pour terminer, j'ai toujours quelques questions, un peu personnelles que j'aime bien poser. Vous avez parlé, brièvement de votre enfance. Au-delà de ça, je voulais vous demander, est-ce que vous avez vécu à un moment dans votre vie personnelle ou professionnelle un grand échec? Un moment, vraiment difficile dont vous pourriez nous parler et qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement? Je crois j'ai eu pas mal d'échecs dans ma vie, mais je crois qu'un des échecs qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat. Je voulais, faire de la recherche et on m'a dit: «Oui, mais c'est compliqué parce que, pour gagner ma vie», j'étais journaliste, enfin journaliste, j'ai jamais fait d'école de journalisme, mais Mmh. je faisais des pages dans l'Express de culture et cetera et tout, et on m'a dit: «Beh, tu fais trop de trucs dans le journalisme et du coup, t'as pas le profil du chercheur qui fait que ça et cetera, donc ça va être difficile». Donc la porte de la recherche, je postulais au CNRS, on m'a dit: «C'est même pas la peine, tu auras un poste pour 200 candidats, ils vont prendre quelqu'un qui a fait le parcours le plus Mmh. classique et qui ne fait rien d'autre à côté». Et du coup, je vais voir le directeur de l'Express. Je lui dis: «Bon, bah voilà, je travaille depuis 5 ans, régulièrement, je fais des piges, service société, service culture, et cetera et tout. Pour gagner ma vie, bah, il fallait bien que je gagne ma vie, hein. Je voudrais être recruté». Il me dit: «Ah, mais Frédéric, tu peux pas, tu es beaucoup trop universitaire». Donc, nous, on prend des journalistes, on engage, qui ont fait l'école de journalistes, et cetera. Et les 2 portes se sont fermées. Et je me suis dit: «Mais comment je vais gagner ma vie?» Ouais. Et du coup, bah, finalement, j'étais dans l'écriture et c'est ce qui m'a le plus réussi. Donc finalement, un double échec, je dirais, a été la chance de ma vie. C'est que j'ai eu le courage, du coup, n'ayant pas le choix, de me lancer dans l'écriture et finalement, j'en suis très heureux. Et ce premier livre, c'était le premier livre publié, c'était lequel? C'était, celui sur Spinoza, non? Ah non, Spinoza, ça a 3 4 C'est ans. ça? Non, non, Mais ce donc ça, c'était à une époque, c'était, Ah, c'était il y a très longtemps. Non, j'ai fait des livres universitaires au départ. C'est-à-dire, j'ai fait des livres sur les métamorphoses de Dieu, le temps de la responsabilité, une enquête sur les préoccupations éthiques, etc. J'ai fait des livres d'histoire des religions, j'ai fait tout ça. Et puis, au départ, de manière assez pointue. Et puis, plus ça a été, plus j'ai écrit de manière accessible. une autre question que je voulais vous poser, c'est si vous aviez quelque chose à refaire dans votre, vie, dans votre carrière, qu'est-ce que vous referiez différemment? Je pense que je me mettrai au piano le plus tôt possible. Parce que j'adore le piano, j'adore jouer du piano, mais j'arrive pas à faire du solfège. Et vous en avez fait? Vous avez commencé le piano? Ah mais tous les 5 ans, je recommence et j'abandonne au bout de 6 mois à cause du solfège. Vous êtes un éternel apprenti, c'est Un éternel déjà apprenti, mais je me dis: «J'aurais appris le solfège enfant». C'est-à-dire la ouais. maîtrise des gammes du solfège enfant, vous savez, entre 5 et 10 ans, ça aurait été un acquis pour toute ma vie. Mmh. Et je regrette de ne pas l'avoir fait parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'aurais ce plaisir de jouer du piano, sans alors que j'ai pas le temps et l'énergie de m'impliquer dans l'apprentissage. Ouais. Surtout le solfège, ça me prend la tête, j'ai déjà tellement de choses en tête. Je me dis: «C'est quel dommage que j'ai pas pu faire ça plus tôt». Je comprends. Est-ce que vous avez une maxime, des mots de sagesse, une citation ou plusieurs d'ailleurs, qui vous tiennent particulièrement à cœur et que vous pourriez partager avec nous? Bah, en fait, je me suis fait une maxime que j'ai inventée moi parce qu'elle me correspond à ce que je crois d'essentiel. C'est tout le chemin de la vie, c'est passer de la peur à l'amour et de l'inconscience à la conscience. Et donc toute ma vie, j'essaie d'aimer mieux, d'aimer plus et d'être plus conscient. Est-ce que vous pourriez élaborer sur ce sujet? C'est-à-dire, être plus conscient, donc avoir une meilleure connaissance de soi Meilleure notamment? connaissance de soi, de la vérité, des choses, c'est-à-dire de ne pas vivre dans l'inconscient. Beaucoup de gens vivent dans l'inconscient, c'est-à-dire ils savent même pas pourquoi ils font les choses, ils savent même pas pourquoi ils décident telle chose. Ils sont mus par leurs affects, par Mmh. leur inconscient. Et donc, pour moi, c'est très important d'être conscient de ce qu'on fait. Et ça donne une responsabilité d'ailleurs. On n'est plus responsable parce qu'on n'est plus conscient. Socrate disait la cause de tous les maux, c'est l'ignorance. Donc, avoir plus de connaissance et de conscience, parce que dans conscience, j'entends à la fois connaissance, mais j'entends responsabilité, c'est-à-dire conscience morale finalement. Mmh. Donc je crois que l'humanité progresse en conscience. Regardez comme les humains d'il y a plusieurs millénaires, ils avaient à la fois certaines connaissances et tout, mais au niveau de la conscience, on considérait que l'esclavage était normal, au niveau les femmes étaient inférieures aux hommes, etc. Et donc tout ça, on a évolué. La conscience de l'humanité s'affine, elle progresse. Et parce que on n'est plus dans l'inconscient, on n'est plus dans les, je dirais, tous les a priori culturels, etc. Et on arrive à faire évoluer la pensée humaine vers plus de connaissances et plus de conscience morale. Et aujourd'hui, par exemple, on commence à se préoccuper du sort des animaux. Mais c'est un Mmh. énorme progrès. Alors qu'il y a encore quelques décennies, tout le monde s'en foutait, que les cochons étaient élevés comme des choses, etc. Aujourd'hui, plein de gens ne supportent plus ça. C'est un progrès de la conscience. Donc je crois que toute l'aventure de l'humanité, c'est de passer de l'inconscience à la conscience.
et je crois aussi de la peur à l'amour. C'est-à-dire qu'au départ, naturellement, on est dans la peur, on est dans la menace, on est dans la recherche de sécurité. Et plus ça va, plus on avance, chacun individuellement et collectivement, plus on découvre que l'amour est la chose la plus importante qui soit, qui nous donne confiance dans la vie, et c'est le sens ultime de la vie, c'est d'aimer plus. Et alors, face à des périodes, je suis obligée de poser la question, d'incertitude comme celle qu'on a pu vivre là sur les 2 dernières années avec la Covid et voilà tout ce qui s'est Et ben, passé. c'est des formidables C'est opportunités ça. d'être plus conscient et plus aimant. Parce qu'effectivement, c'est lorsqu'on a des crises, lorsqu'on a des difficultés qu'on se remet en question. Mais l'humanité, regardez, avant le Covid, elle se posait aucune question sur l'écologie, enfin sur un tas de domaines, etc. On se posait pas trop de questions, c'était la technologie triomphante, etc. Le Covid accélère une remise en cause. C'est-à-dire qu'on se dit quand même, on maîtrise pas tout, un petit virus peut nous foutre par terre, on est très fragile, et puis tout ce qu'on fait à la Terre, on peut le payer très cher avec des virus ou autre chose, hein, des catastrophes écologiques. Donc je crois que ces événements-là nous obligent à nous interroger. Or, là, on est soulagé qu'on commence à sortir un peu du Covid, mais je pense qu'à long terme, le fait d'avoir des crises et des difficultés nous oblige à être plus conscients. C'est-à-dire nous oblige à réfléchir, pourquoi on fait ça, est-ce qu'on est dans la bonne direction, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer. Et regardez le nombre de gens après le premier confinement qui ont changé de vie, Mmh. qui ont été vivre à la campagne, qui ont changé de métier, etc. Donc toute crise, c'est l'étymologie du mot chinois, hein, excusez-moi, c'est l'étymologie chinoise du mot crise. Ce sont deux idéogrammes. L'un veut dire danger, l'autre opportunité. Dans toute crise, il y a un danger, il faut lutter, il faut faire attention et tout. Et il y a une opportunité. C'est une manière de regarder autrement. Mmh. Une déstabilisation heureuse Ouais. qui nous permet de voir les choses autrement. Donc moi, je trouve que toute crise personnelle ou collective peut avoir du positif. Et est-ce que, face à la peur, typiquement, bah, là, je pense à la peur de la mort dans le cas de cette maladie. Est-ce que face à la peur, la solution pour s'en sortir et pour ne plus avoir peur, c'est justement d'aller vers l'amour? Ça fait partie aussi Certainement. de L'amour, la conscience, le fait aussi de s'engager, parce que quand on est dans la peur, c'est souvent qu'on est passif, on mmh, subit les choses. Et le fait d'être actif, de chercher des solutions, de s'engager, on ne subit pas, on est acteur. Et donc à ce moment-là, on subit moins. Mais les gens qui passent la journée à regarder BFM ouais, TV avec tous les nombres de on est morts cloîtrés chez eux bah, comme ça. terrorisés, ben, on vit plus. Donc je crois qu'il faut pas trop subir. Je comprends. Une autre question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a une croyance que vous auriez qui est controversée? Ce que je veux dire, c'est, vous constatez que, il y a, voilà, un sujet sur lequel, pas l'humanité peut-être, Mmh. mais, la société est plutôt actuellement en accord. Je cite un exemple, fréquemment sur le podcast parce que ça m'avait marqué, quelqu'un, un de mes invités qui m'avait dit, «La sagesse ne vient pas forcément avec l'âge, ça n'est pas quelque chose en fait, qui on ne s'assagit pas forcément avec le temps. Au contraire, parfois les personnes les plus âgées sont plutôt moins sages Mmh. parce que justement ont plus de craintes, plus de biais cognitifs et cetera». Et donc ma question, c'est est-ce que vous avez comme ça un sujet sur lequel vous constatez que le monde autour de vous n'est plutôt pas d'accord, et quel serait-il? Euh, Peut-être l'importance de la fragilité. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est valorise la force, la puissance, la maîtrise, le contrôle, etc. Et moi, je pense que l'humanité s'embellit par la fragilité, l'acceptation de la fragilité. On parlait de l'échec tout à l'heure, l'acceptation de l'échec. Et on est beau parce que on s'entraide à travers nos failles. Et je trouve qu'une humanité surpuissante, où tout le monde Mmh. est très puissant, veut montrer le truc, ça me fait terriblement. Je suis très mal à l'aise avec ça. Alors qu'avec des gens qui assument leur fragilité, leur faiblesse, les enfants, très souvent, Mmh. des personnes handicapées et tout, je me sens très à l'aise. Parce qu'à ce moment-là, je sens qu'il y a de l'humain, je sens qu'il y a du cœur, je sens qu'il y a une fêlure qui laisse passer la lumière. Et donc, je pense que l'accueil de nos fragilités, de nos faiblesses, etc., c'est un élément essentiel pour bien vivre soi-même et mieux vivre en société. Et c'est pas d'une valeur dominante de notre société, Non, clairement et qui est surtout plutôt pas, la je dois dire. performance, Ouais, surtout etc. pas pour les hommes, je dois Et dire, encore moins les hommes, mmh. parce que les hommes, vous ne doivent jamais montrer leur fragilité. Et puis, il faut reconnaître que si vous allez à une embauche et puis que vous dites, ah bah oui, vous savez, je suis un peu fragile, tout, bah c'est fini. Donc, il faut tout de suite montrer son meilleur visage. Et ça, c'est une dominante, si vous voulez, culturelle que je trouve très dure pour les individus, parce qu'ils sont obligés de cacher leurs failles. Mmh.
Ils ont l'impression qu'ils vont pas réussir, qu'ils vont apparaître comme un loser. Mais regardez aux États-Unis, vous arrivez, j'ai plein d'Américains, même s'ils ont l'air explosés, comment ça va? Great, amazing. Il faut toujours montrer qu'on va super bien. Ouais. Et alors que souvent, ils vont très très mal. Mais Oui, parfois on répond par réflexe à la Oui, question ça va parce que bien. culturellement, il faut montrer qu'on va bien. Alors Ouais, que de temps en temps, on pourrait dire non, écoute, je suis ça va crevé, pas. ça va pas. Je Ça comprends. fait du bien de le faire. Ouais, c'est clair. En parlant de fragilité, je voulais vous demander, est-ce que vous aussi, vous êtes soumis à l'affreux doute? Est-ce que vous aussi, vous avez pu avoir des doutes sur des sujets dans la vie? Ah ben je doute tout le temps, moi. Je cultive le doute, c'est-à-dire que je n'essaye d'avoir aucune certitude. Et donc, j'ai des intimes convictions, mais je me dis, je peux me tromper. Donc, bah, je vais vous donner un seul exemple. J'ai l'intime conviction que l'âme survit au corps après la mort. C'est-à-dire, intuitivement, je me dis, on est éternel. Il y a Mm. quelque chose qui va subsister. J'ai vu plein de choses là-dessus, les expériences de mort imminente. D'ailleurs, Jung en a vécu une, il a raconté tout ce qu'il a vécu, c'est absolument hallucinant, etc. Je crois qu'on on peut communiquer avec des esprits. Enfin, je crois tout ça, mais je peux totalement me tromper. Et je me dis, je crois peut-être tout ça parce que j'ai peur de la mort, et qu'au fond, je me rassure en me disant que l'âme est immortelle. Mais vous savez, Socrate disait la même chose, hein. Socrate était persuadé de l'immortalité de l'âme. Et donc je me dis, je suis un philosophe qui croit en l'immortalité de l'âme, mais je peux me tromper. Et Freud me dirait, vous y croyez uniquement parce que vous avez peur de la mort. C'est possible, je n'en sais rien. De manière très Donc, pragmatique. donc concrètement, je crois en pas mal de choses tout en doutant. Ouais, c'est intéressant. Et J'ai pas de donc, certitude. ça vous aide aussi, j'imagine, à être beaucoup plus ouvert au débat. Ah bah complètement. Ce qui est quand Alors même moi quelque chose j'accepte qui n'est pas total, universellement bien sûr, partagé. et y compris chez les philosophes d'aujourd'hui. Ouais, Parce que dans l'Antiquité, on aimait débattre. Aujourd'hui, le débat, c'est chacun est enfermé dans ses certitudes. c'est ça. Il s'agit de dominer l'autre comme un prédateur pour montrer qu'on a la vérité et que l'autre se trompe. Et je ne suis pas du tout là-dedans. Ça m'est souvent arrivé dans un débat de dire vous avez raison, je me suis trompé. J'allais vous demander justement, vous avez déjà changé d'avis Ah, sur un grand souvent. sujet? Oui, oui, sur plusieurs sujets, j'ai changé d'avis. J'ai Vous auriez un évolué exemple? dans plein de domaines. J'ai eu, par exemple, sur la question de Dieu, j'ai eu un moment donné où j'avais une certitude, parce que j'ai eu une sorte de foi, si vous voulez, où je me suis dit, oui, c'est un Dieu personnel qui a créé le monde, etc. Aujourd'hui, j'y crois plus du tout. Je crois beaucoup plus en un Dieu cosmique, comme Spinoza, comme les bouddhistes. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence qui crée l'harmonie du monde, mais que c'est pas un Dieu personnel à qui on peut téléphoner. Vous voyez, donc Hmm. là, j'ai une évolution spirituelle majeure. De même que je pense qu'il y a un certain nombre, j'étais plutôt kantien dans la morale quand je faisais mes études de philo. C'est-à-dire, je pensais effectivement que la morale était liée sur une sorte d'impératif catégorique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de respecter la loi, sinon on ne peut pas vivre en société. Aujourd'hui, je suis spinoziste, c'est-à-dire que je ne crois pas du tout que la morale vient de l'extérieur, mais de l'intérieur, Hmm. et que c'est parce que on va vers la joie et que chaque individu cherche le meilleur pour lui-même qu'il aura cette capacité, au fond, de respecter les autres en profondeur. Et donc, je crois que la morale naît d'abord de la recherche de son intérêt personnel dans ce qui nous permet d'être le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est une morale de l'intérieur, vous Hmm. voyez, donc, et il est fondé sur le désir et la joie. Rien à voir avec la morale kantienne. Donc, j'ai évolué dans plein de domaines. Et je continuerai certainement d'évoluer. Bah, c'est aussi ça qui est sympathique. Mm. Une dernière question, forcément je suis obligée de vous la poser à vous. Un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui ont peut-être changé votre vie et que vous pourriez partager avec nous? J'ai été très marqué. Bon, il y a beaucoup de livres, parce que là, j'ai beaucoup d'auteurs qui m'ont marqué. Mais pour changer d'auteur, je dirais que j'ai été très marqué par le livre d'Iti Ilsum. Iti Ilsum, c'est une jeune femme juive qui a été déportée, qui est morte à Auschwitz. Et elle a écrit un journal qu'on a retrouvé, comme Anne Frank, vous voyez, elle a écrit un journal qu'on a Ouais, retrouvé 30 ans après sa mort, une correspondance dans lequel elle dit des choses extraordinaires. D'ailleurs, c'était une disciple de Jung. Elle était très drôle. jungienne. Elle est morte très jeune, mais elle avait cette capacité de dire au fond, les nazis n'ont pas réussi à m'enlever ma joie de vivre. Je continue de m'extasier dans les camps de concentration devant un coucher de soleil, devant la merveille d'une personne qui va partager son morceau de pain avec une autre personne qui a faim, etc. Hmm. Elle dit, lorsqu'on est dans la joie est intérieure, rien ne peut nous l'enlever de l'extérieur. Et ça, c'est le sommet de la sagesse. Et je me suis dit, quelqu'un qui est dans un camp de concentration peut dire ça, c'est un sage accompli.
Alors c'est facile de dire qu'on est assis sur son coussin de méditation, rien ne doit m'atteindre, la sérénité est en moi, le bonheur est en moi. J'arrête pas de le dire. Mais après, quand vous êtes dans un camp de Ouais. concentration, comment le dire? Eh ben, elle le dit, elle l'écrit. Les nazis ne m'ont pas enlevé ma joie de vivre, mon amour de la vie. Et puis quand c'est trop dur, ben, je me souviens des bons souvenirs de l'enfance, des confitures de ma grand-mère, de la balançoire au fond du jardin. Et je continue d'aimer la vie malgré tout. Ça donne envie de le lire et Itil Sum, une vie bouleversée. une vie bouleversée. Je vous remercie, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et pour terminer, Frédéric, peut-être un dernier mot de la fin, à la fois sur votre dernier livre, et puis si vous avez un dernier message que vous vouliez partager avec nous. Ben, sur mon dernier livre, donc Jung, Un voyage vers soi, donc tous ceux qui s'intéressent un peu aux grandes questions de la psychologie, du sens de la vie, etc., c'est un moyen de découvrir pour moi un des plus grands penseurs de tous les temps. Et qui nous aide à vivre. Et puis, je dirais que ce que je voudrais ajouter, c'est que la clé du bonheur, pour moi, c'est d'aimer la vie. Et c'est de l'aimer de manière inconditionnelle. Parce que on aime la vie de manière conditionnelle. C'est-à-dire que quand tout va bien, on aime la vie. Et puis Mm. d'un coup, il y a un obstacle, une épreuve, le Covid. On n'aime plus la vie. Mais non, c'est pas comme ça qu'on sera heureux. Être heureux, c'est tout accueillir. Et Nietzsche le disait très bien. Il disait, il faut apprendre à dire un grand oui sacré à la vie. Et à ce moment-là, eh bien, on trouvera même à travers les difficultés des opportunités, des choses qui nous font grandir, etc. Et donc j'ai appris à dire oui à la vie, et je crois que c'est la clé du bonheur le plus profond. Merci Frédéric. Merci à vous, Pauline.